Et voilà. Donc, bienvenue à la présentation sur le programme de perfectionnement en simulation du langage en milieu éducatif. Au moment de vous inscrire sur le site du SRAM, vous aurez besoin du petit numéro de programme ici, le JEE 19. Mais si je ne me trompe pas, c'est aussi écrit stimulation du langage à côté, là, donc pas de souci. Donc, la rencontre est enregistrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voici comment se déroule la rencontre. Donc, on a déjà fait un petit mot de bienvenue, on s'est présenté. Maintenant, je vais vous présenter les conditions d'admission à cette formation-là, les coûts auxquels vous devez vous attendre, les objectifs du programme, la structure du programme, vous donner aussi l'horaire des cours, que vous sachiez déjà. Le contenu des cours, je vais faire de mon mieux pour vous essayer de vous donner la piqûre, vous donner envie de vous inscrire. Un petit mot concernant la présence au cours, les mesures d'aide à la réussite au cégep, parce que ce soit à temps partiel ou à temps plein, vous êtes étudiante dans le programme et vous avez droit à des mesures d'aide. Et je vais terminer en parlant de la méthode pour faire les demandes d'admission et le paiement des droits d'inscription. On va terminer avec une période de questions pendant laquelle je vais éteindre la caméra. Non, je voulais dire arrêter l'enregistrement et non pas éteindre la caméra, pardon. Les conditions générales d'admission. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, on demande que vous possédiez un diplôme d'études secondaires ou que vous ayez une attestation d'équivalence de niveau secondaire, qu'on appelle AENS, qui se fait avec le TENS, ou que vous ayez un DEP. Et si vous avez un DEP, mais pas de DES, on va simplement vérifier si vous avez atteint le niveau de français secondaire 5, soit en ayant réussi 6 unités de français ou en faisant un test qu'on appelle, nous, on utilise le test Bright. Ou possède une formation jugée suffisante. Généralement, on applique cette condition-là dans le cas d'une personne qui aurait fait ses études dans un autre pays là, que le Canada. Donc, on regarde l'équivalence des études. On demande aussi, est-ce que c'est écrit? Oui. Donc, étant donné que c'est un programme de perfectionnement, ah oui, ça. Ça, faites-vous-en pas. Étant donné que c'est un programme de perfectionnement, ces conditions-là sont pratiquement certaines d'être atteintes dans votre cas. Ça fait partie du règlement d'admission des collèges. Quand on fait des programmes à la formation continue, on doit s'assurer que les étudiants aient interrompu leurs études à temps plein post-secondaire. Donc, on n'admettrait pas quelqu'un qui vient de terminer son secondaire 5 sans avoir fait d'interruption de ses études. Maintenant, les conditions spécifiques d'admission, je pensais que c'était ça la page qu'on allait avoir. Étant donné que c'est un programme de perfectionnement, on demande aux personnes d'être déjà à l'emploi ou ayant une formation reliée à l'emploi. Donc, on vise, entre autres, les éducatrices non formées ou formées, donc les personnes qui sont éducatrices en service de garde ou une technicienne en éducation spécialisée, une responsable de service de garde en milieu familial, être une personne professionnelle ou technicienne du domaine de l'éducation, donc ou intervenante d'un organisme sans but lucratif. Donc, une personne qui aurait une expérience minimale de 3 ans en intervention auprès des enfants et des familles. Donc, j'ai eu, à ce moment-là, souvent, on y va en cas par cas, on regarde c'est quoi la situation de la personne. Ça peut être une personne qui est technicienne en administration dans une école, puis qui aurait envie de se perfectionner, étant donné qu'elle est toujours en contact avec les enfants et qu'elle trouve que ça peut être pertinent, on pourrait l'admettre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que votre, votre profession va être utile à la fin au moment de faire votre stage. Parce que le stage de fin de programme se fait directement dans votre milieu de travail auprès des enfants.
la dernière condition, vous pouvez aussi être une conseillère ou agente pédagogique travaillant dans un bureau coordonnateur ou un centre de la petite enfance, ce qui pourrait être très pertinent aussi. Les coûts de la formation. Donc, au moment de votre inscription, vous avez à payer des droits d'admission de 30 directement sur le site du SRAM. Ensuite, il y a des frais de scolarité facturés par le Cégep de Saint-Jérôme de 41 par cours. Donc, il y a 3 cours et un stage, donc 4 cours. Vous aurez 4 fois à payer 41 pour l'inscription à vos cours. Pour les frais de volume et guides d'apprentissage, c'est très variable parce qu'à chaque fois qu'on a un nouvel enseignant, il est libre de choisir lui-même ou elle-même le livre qui est à acheter, le matériel qui est à acheter. Donc, c'est variable. Généralement, c'est entre 50 et 100 donc selon les choix de l'enseignant. Objectifs et compétences de la formation. Donc, il y a 4 cours et un stage, comme je vous ai dit. Donc, chacun des cours vise à acquérir. Est-ce que j'ai mon petit stylet? Je vais prendre le petit pointeur sur le stylet et voilà. Donc, adapter son intervention en fonction des stades de développement du langage. Ça se voit dans le premier cours. Donc, c'est vraiment un cours. Souvent, on a une conférencière là, qui est une psychoéducatrice qui vient pour parler vraiment des stades de développement du langage. C'est sûr qu'à ce moment-là, le premier cours, la base théorique, va être beaucoup plus orientée vers le 0-5 ans, pour la raison que j'ai dite en début de rencontre quand on s'est présenté, parce que pour les enfants qui sont dans un milieu scolaire, le langage, il est déjà acquis, il est déjà développé. On est plus dans une situation de correction, de soutien à ce moment-là. Et on parle aussi d'adaptation de son intervention, donc avec diverses stratégies. Stimuler l'acquisition du langage chez l'enfant. On va le voir principalement dans le cours 2, même s'il va se retrouver un peu partout aussi, là. Et le cours 2, c'est le cours qui va vraiment plus parler de stimulation. Il va avoir aussi des notions de littératie. Je vais essayer de l'écrire. Dans le deuxième cours, donc une des méthodes pour stimuler le langage, c'est d'employer la littératie. Oh, oh, oh. Bon, j'espère que vous avez un sourire derrière votre écran face à cette belle œuvre d'art que je suis en train de faire. Donc, on va parler d'animer des activités de lecture. Ça va être vraiment du concret pour vous. Animer des activités de lecture en utilisant la littératie comme méthode de stimulation. On va utiliser les chansons, on va utiliser quelque chose qui pourrait être utile pour les enfants un peu plus vieux aussi, des virelangues, des jeux de mots, des fables, etc. Dans le troisième cours, on va parler vraiment de la relation de partenariat avec les parents et les personnes ressources. Les personnes ressources étant souvent les orthophonistes. Ortho. Je vais juste écrire ortho, d'accord. Les orthophonistes les orthophonistes qui vont émettre un diagnostic, qui vont souvent émettre aussi des recommandations. Et c'est la personne qui va se retrouver en contact direct avec les enfants qui va pouvoir appliquer les recommandations de l'orthophoniste et entretenir une communication avec cette personne ressource-là. Avec les parents, c'est important aussi. Parce que quand on se retrouve en milieu de garde avec un petit coco, c'est important de nommer nos inquiétudes aux parents, de trouver les bons mots. Vous êtes déjà là, dans des professionnels, vous savez que ce n'est pas toujours évident, cet aspect-là. Et on a vraiment besoin de travailler avec les parents pour réussir à bien développer le langage de l'enfant. Un peu partout dans le programme, on va mettre en œuvre un programme d'activité favorisant le développement du langage, mais ça va vraiment se consolider dans le quatrième cours, le stage.
je vais vous montrer. Inquiétez-vous pas, après, vous allez avoir une vraie feuille, une grille avec les noms de cours. Vous allez pouvoir faire une capture d'écran si vous voulez. Vous dire que pendant tous les cours, on fait une suite logique avec tout ça pour préparer au stage. On va utiliser chacune des compétences acquises pour construire une belle boîte à outils. Généralement, les enseignants vont faire une suite logique et garder toutes ces belles choses-là dans votre coffre à outils qui va être utile fréquemment pour faire des activités pratiques en milieu de travail. Vous allez utiliser ce que vous avez, les outils, les activités que vous allez avoir construites en classe, vous allez les utiliser en milieu de travail. Là, est-ce que tout ça, ça va s'effacer? Et voilà. On s'amuse. Terminé. Ah! Et voilà. Donc, je vous disais que j'allais avoir une belle feuille pour vous si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, les cours, les objectifs dont je viens de vous parler, concrètement, ça ressemble à ça. Vous avez les dates aussi. Je vais prendre mon pointeur laser. Donc, vous voyez que c'est intensif pendant 11 semaines, 13 semaines, 9 semaines et 11 semaines. Les seules vacances qu'on prend, c'est 2 semaines dans le temps des fêtes, puis les congés fériés. Quand vous avez terminé le 3e cours, le 14 juin, on se quitte pour l'été et vous revenez le 2 septembre pour faire votre stage. Donc, on parle de cette année, de octobre à juin, l'année 23-24, et dans un peu plus d'1 an, là, à l'automne 2024, vous faites votre stage final. C'est un stage de 90 heures que vous allez faire à temps partiel. C'est pour ça qu'on met une longue période, parce que vous ne pouvez pas faire de la stimulation du langage sans arrêt du début de la journée à la fin de la journée de travail. On est conscient que c'est une activité que vous allez animer 1 ou 2 fois par semaine. Donc, la personne responsable des stages crée un horaire avec vous, s'entend sur c'est quoi les journées dans la semaine où vous allez faire vos animations, s'entend sur un calendrier de rencontres, de suivi. Et voilà. Vous dire aussi que les 3 chiffres qui sont ici, en dessous de chacun des cours, ça peut vous aider à déjà anticiper la charge de travail qui va vous être demandée. Donc, 2, 1 ici, 2 plus 1, ça fait 3. Vous avez 3 heures de cours et pour votre 3 heures de cours, vous avez 2 heures en moyenne à mettre à la maison. Donc, vos 3 heures de cours, celui-là, le 2, c'est pour la théorie. Le 1, c'est pour la mise en pratique. Puis ensuite, vous avez des devoirs, peut-être une activité à créer pour le cours suivant. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'étude, mais il faut penser en moyenne. Ça ne va pas être toujours 2 heures, mais c'est une moyenne qui devrait être assez réaliste, là, 2 heures de travail à la maison. Excusez-moi. Donc ici, c'est un cours qui est un petit peu plus long, c'est 60 heures. Donc, c'est normal que, mais ici, on parle de 4 heures par semaine en moyenne. Avec encore là 2 heures à la maison. Ensuite, on a un autre cours de 45 heures. Celui-là, contrairement au premier, c'est pas 2-1, c'est 1-2. Donc, un petit peu moins de théorie, plus de pratique en classe et toujours notre 2 heures de travaux à la maison à faire. Et le stage, donc très peu de théorie, beaucoup de pratique, c'est normal, c'est un stage. Donc 5 heures par semaine en moyenne et 1 heure de travaux à la maison qui pourrait correspondre à votre journal de bord à faire à chaque semaine. Ce n'est pas réellement 3 heures parce que ça, c'est un chiffre qui est le même dans le réseau collégial et normalement, les cours en réseau collégial se déroulent sur une période de 15 semaines. Donc, ce serait 3 heures sur 15 semaines. Nous, par contre, on a 11 semaines. Donc, il y a des semaines où vous allez avoir plus qu'un cours par semaine. Je vais vous donner un exemple bientôt.
Là, je ne vous vois pas. Je vous ai averti au début que si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Sinon, on va les garder pour la fin. Mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, vous avez un exemple d'horaire de cours. Là, ce n'est pas les bonnes dates. Vous voyez, c'est 2021 parce que notre horaire de cours pour l'automne n'est pas encore créé en date d'aujourd'hui. La première journée de cours, vous allez me retrouver, moi, la conseillère pédagogique, pour faire une rencontre d'accueil avec l'enseignante responsable. Donc, pendant la rencontre d'accueil, on vous explique le fonctionnement du Cégep de Saint-Jérôme. Une fois qu'on est étudiant, donc, on vous explique le fonctionnement de notre plateforme aussi, là, où les notes de cours vont être déposées, etc. Donc, on vous accueille. Peut-être jusqu'à la pause. Après la pause, il y a la présentation du plan de cours. On commence un petit peu le cours. Il se peut, là, c'est vraiment un exemple. Dans cet exemple-là, il y avait une semaine qu'il n'y avait pas de cours. Bon, ça fait quand même 2 ans. Je ne me souviens plus pourquoi il n'y avait pas de cours cette semaine-là, mais ça peut arriver. La semaine suivante, donc, vous avez votre cours le mardi soir, le cours qui dure de 18h30 à 21h30. Et vous avez le samedi, toute la journée, 2 cours. Donc, ça n'arrivera pas souvent, peut-être 2 fois par session, par cours. L'enseignant va prendre les heures qui manquent et va vous inviter à venir un samedi. Vous allez le savoir dès le début, dans son plan de cours, les dates vont être écrites, donc vous allez avoir le temps de vous préparer pour cette journée-là. Et ça peut être un moment où vous allez avoir un examen, où vous allez avoir une conférence, où on essaie de rendre ça plus dynamique aussi. Donc, ça commence à 8h55 jusqu'à 11h35. Vous avez 1 heure pour dîner. Ensuite, 12h35 jusqu'à 15h15. Donc, vous savez qu'en milieu d'après-midi, vous avez terminé. Et puis, les cours ont pas mal tout le temps lieu dans ce local-là. Là, c'était pour la séance d'accueil, c'était différent, mais c'est presque toujours au local B141. Prenez pas ça pour acquis, attendez d'être inscrite et d'avoir votre horaire, là, mais ça peut vous donner une idée si vous connaissez un peu le Cégep de Saint-Jérôme. Soit dit en passant, là, vous voyez, il y a un local, c'est notre formation, elle est encore prévue d'être en présence. Voyons, j'étais dans la lune, j'ai fait le E pendant que je vous parlais. Donc, la formation, elle est en présence. C'est un choix qu'on a fait. Si vous avez envie de me poser des questions à ce niveau-là, on le fera à la fin, à la période de questions. Mais on pense que pour cet automne, c'est une bonne idée de vous offrir la formation en présence. C'était aussi une préférence au niveau de l'équipe d'enseignants. Normalement, j'aurais eu une invitée, Mme André Bilodeau, mais je vais être en mesure de vous vendre la passion moi-même. Ce soir, elle ne pouvait pas se présenter. Donc, André Bilodeau, c'est une enseignante du programme. Son but, c'était de vous présenter le contenu des cours. Le contenu des cours, j'en ai parlé un peu tantôt pendant les objectifs, mais on a une petite vidéo. Donc, ça va vous permettre d'avoir une idée. J'ai mon petit crayon qui ne veut plus partir. Je ne te veux plus. Oups, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Va-t'en, OK. Non. Ah, au secours. OK, je vais faire ça. Faire ça. Je vais juste un moment. Si, partager. Faites-moi signe si le son ne fonctionne pas bien, s'il vous plaît.
OK. Voilà. Excuse-moi, moi, j'entends rien en tout cas. Moi aussi. Excuse-moi, est-ce que tu nous entends, Caroline? OK. Parce qu'on Donc, n'a pas. Moi, j'ai pas entendu la vidéo. vous n'avez pas entendu? Non. Non. Oh non! OK. On te l'a tout dit, je pense, mais tu nous entendais pas non plus, je crois. Ah! Non. OK. Comment je vais faire? Ah, je sais comment faire. Est-ce que je vous la remets? Ben oui, OK. on aimerait ça l'entendre. OK, j'ai trouvé comment faire. Excusez-moi. OK. Moi, je me disais, ils m'entendent pas. Ils entendent parce qu'ils disent rien. Et voilà. C'est fantastique l'AEC parce que c'est des formations qui sont vraiment intensives, c'est vraiment comme ça, mais qui ne prend pas 3 ans, qui prend 1 an et demi de notre vie, qui se passe comme ça. Ce que j'aime avec la formation stimulation du langage, c'est qu'on a des professeurs vraiment de qualité. Et pour ce qui est du stage, c'est bien parce qu'on peut le faire en milieu de travail. Évidemment, ça peut être pour des besoins ponctuels. Alors, un enfant qui entre à l'école, par exemple, qui a un certain problème langagier, on peut le stimuler. Tout est prétexte à stimuler le langage. Fait que tu te changes ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Il y a énormément d'enfants qui ont besoin d'aide et de soutien par des gens compétents qui ont été formés en stimulation du langage pour pouvoir faire des suivis, pouvoir soutenir aussi les familles à travers ces difficultés-là que les enfants vivent en petite enfance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les résultats avec les enfants et ça, c'est vraiment génial. Fait que ça m'a ouvert les portes aussi à le langage des signes. Puis aussi, dans mon groupe, j'ai un enfant qui a un défi en langage. Moi, je vois ça d'un œil très, très positif, le fait qu'il y ait une attestation, qu'on en fasse la promotion pour qu'on puisse justement avoir à travers notre réseau des personnes compétentes pour pouvoir accompagner le mieux possible nos tout-petits de demain qui pourront justement s'exprimer facilement dans leur cheminement. J'ai découvert des ressources en moi et autour de moi qui m'ont permis de réaliser le défi. Vraiment, là, c'est une formation qui est vraiment agréable. Puis, c'est un cours par session, puis tu fais tes 3 cours, puis après ça, tu as ton stage, puis tu as ton diplôme. Je trouve ça vraiment génial. Il ne faut pas s'en passer.
Est-ce que vous avez bien entendu cette fois-ci? Très bien. Ah, génial! Oui. Donc, je retourne à ma présentation PowerPoint. Merci ceux qui écrivent dans le chat. Si? Vous voyez dans la vidéo, là, il y avait une enseignante qui enseigne encore dans le programme, là, Nancy Valenti. C'est souvent elle qui s'occupe des stages. C'est vraiment des enseignantes qui sont très, très... c'est les enseignants du département d'éducation à l'enfance ici qui ont mis sur pied ce programme-là il y a plusieurs années, qui le maintiennent à jour, ils ont beaucoup de passion pour ce programme-là. Donc, quelques acquis visés par le programme. Donc, on vise à observer les difficultés langagières qui pourraient émerger et non les troubles de langage. C'est important de spécifier ça. La formation qu'on propose, nous, au Cégep de Saint-Jérôme, c'est vraiment la stimulation du langage en milieu éducatif et non pas l'intervention sur les troubles de langage. Il n'y a pas de cours les enseignantes le font, elles vont nommer des troubles du langage, mais l'objectif, c'est pas ça parce qu'on ne veut pas que vous ayez envie de nommer, vous, dans votre milieu de travail, les troubles de langage parce que c'est quelque chose qui est réservé à l'orthophoniste. Donc, de la même façon qu'une infirmière n'a pas le droit de nommer, elle pense qu'on a un streptocoque, même si elle est capable de le reconnaître avec toute son expérience, elle n'a pas le droit de nous dire qu'elle pense qu'on a un streptocoque parce que ce n'est pas elle qui a le droit de poser les diagnostics. Donc, c'est un peu la même chose dans votre profession. Donc, c'est observer, émettre des recommandations, des hypothèses, communiquer, établir des partenariats. Donc, faire des interventions de prévention, le deuxième. Le troisième, stimuler le langage de l'enfant à travers des activités. Comme je vous ai mentionné déjà, on vous aide vraiment à construire des activités en fonction de viser la stimulation du langage. Donc, il y aurait une intention vraiment. Je m'excuse. J'ai été interrompue, je m'excuse. Voilà. OK, donc ce que je vous disais, donc c'est vraiment une trousse d'activités qu'on vous aide à construire qui va viser la stimulation du langage de manière vraiment efficace. On vise aussi comme acquis la communication avec les parents pour des informations. L'orientation des parents à travers les ressources pertinentes en matière de troubles du langage, donc les inviter à prendre contact avec le CLSC, tout ça. Là, je ne veux pas trop mettre des mots je ne veux pas trop m'avancer vers le contenu du cours, étant donné que je ne suis pas l'enseignante. Par contre, je sais que les grilles d'observation aussi, il y a quelques différentes grilles d'observation qui sont vues dans les cours, justement pour être en mesure de travailler avec une orthophoniste au besoin. Donc, vous comprenez les grilles d'observation de l'orthophoniste. Vous pouvez aussi vous-même faire de l'observation avec ce qu'on vous propose dans les cours. Aussi, on observe c'est quoi les plans d'intervention pour bien les comprendre, bien les appliquer. Un autre acquis, distinguer son rôle comme soutien au langage de l'enfant. Donc, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et reconnaître les indices d'une difficulté de langage avec vos observations, avec les grilles, etc. Bon, je pense qu'on fait un petit peu de... C'est moi qui ai été un petit peu en amont tout à l'heure. Je vous en parlais déjà beaucoup. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Donc, le cours communication et acquisition du langage, c'est vraiment les stades de développement du langage.
Donc, dans le cadre de ce cours-là, vous pouvez découvrir des outils d'observation, différentes stratégies pour observer le développement du langage, pour soutenir le développement du langage, toujours sans poser de diagnostic. Reconnaître les indices possibles d'une difficulté de langage. Vous savez que quand on fait une intervention précoce au préscolaire, ça aide grandement les enfants. Donc, c'est vraiment d'où l'intérêt de ce programme-là aussi. Et aussi, dans le premier cours, connaître les ressources disponibles une fois que vous avez des soupçons d'une difficulté de langage. Le deuxième cours, stimulation et littératie. Donc, mettre en place un environnement stimulant pour l'acquisition du langage et la littératie. Utiliser différents types d'activités stimulant l'acquisition du langage et de la littératie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, principalement en utilisant des outils, des livres, des contes, des chansons, montrer les lettres, nommer les animaux en montrant le mot, en montrant l'animal, faisant répéter, etc. Utiliser du matériel stimulant l'acquisition du langage et la littératie et soutenir l'apprentissage du français comme langue seconde. Ça, je vous entendais en début de rencontre, là. De plus en plus, on a des enfants qui sont issus de communautés culturelles différentes, issues de l'immigration, et il arrive, le français, ça peut être leur deuxième, troisième langue, et on a besoin de les soutenir, ces petits cocos-là. Et là, quand on parle de littératie, c'est là où ça va donner vraiment plus concret pour le milieu scolaire aussi. Vous savez là, que dès la maternelle, on commence l'acquisition des lettres. On trace les lettres, on écrit le nom, on écrit au son. Déjà, quand les enfants arrivent en première année, ils ont une base en écriture, en connaissance des lettres. Ils ont beaucoup d'instinct de développer. Donc, il y a énormément de stimulation qui doit être faite dès la maternelle et jusqu'en 6e année, bien sûr, avec différentes stratégies. Et le troisième cours, qui est au printemps, qui va être au printemps 2024, donc partenariat et stimulation du langage, qui va viser à permettre à l'étudiant de se familiariser avec les principes de base du partenariat entre la famille et le milieu éducatif, prendre conscience des approches centrées sur la famille et les compétences parentales. Donc, toujours là, avoir en tête les sensibilités aussi. Donc, il y a beaucoup de communication là-dedans. Ça peut toujours faire un bon rafraîchissement aussi, là. Des fois, les cours de communication sont loin. Il y a des nouveaux éléments aussi peut-être à prendre en compte. Élaborer des stratégies pour mettre en place une collaboration avec les parents. C'est très important de travailler avec les parents et non pas que les parents se sentent en danger. Donc, c'est vraiment important, ça. Soutenir le parent et son enfant dans les difficultés langagières. Le stage, à la fin, dans le stage, on revoit tout ce qu'on a vu dans les 3 cours. C'est vraiment l'acquisition concrète. Donc, vous devez avoir réussi vos 3 cours pour pouvoir accéder au stage. Ce qui est fait dans le stage, élaborer et mettre en œuvre un programme d'activité favorisant le développement du langage. Donc, je vais utiliser mon petit stylet. Donc, c'est vraiment, vous devez vous-même l'élaborer. Donc, c'est vos idées. C'est vous, ensuite que ça, qui allez le mettre en œuvre. Donc, vous le créez, vous le mettez en œuvre dans votre milieu de travail, un programme qui est vraiment centré sur le développement du langage. Vous allez devoir animer auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants, selon votre réalité, le programme et le rendre riche et stimulant. Il faut que ce soit, faut vraiment que les enfants embarquent, là. Et vous devez vous-même évaluer ce que vous avez fait, évaluer le programme, et vous devez aussi mettre
en œuvre un projet de partenariat avec les parents. Et là, ça peut être très variable. Vous avez, par exemple, en maternelle, donc moi-même, là, je suis maman de jeunes enfants. J'ai vu concrètement en maternelle des projets avec les éducatrices du service de garde. On recevait un papier, les parents, et on se faisait informer, par exemple, d'inviter l'enfant à créer une collection de 100 objets pour la fête du jour 100. Donc là, l'enfant, il y a un niveau de littératie là-dedans. Donc, l'enfant doit être en mesure de choisir ses objets, de connaître pourquoi il les a choisis et d'en parler et aussi de compter de 1 jusqu'à 100 avec l'aide des parents. Ensuite, on amène ça, on laisse l'enfant l'amener à l'école. Donc, c'est vraiment un projet de partenariat. C'est un exemple que j'ai vécu, mais il y en a tout plein. Et ici, la réussite des 3 cours, je tiens à vous dire que la seule raison qui fait que quelqu'un échoue un cours dans ce programme-là, généralement, c'est parce que la personne s'est absentée plusieurs fois, n'a pas fait les activités, ne s'est pas impliquée. À partir du moment où vous vous présentez à vos cours, vous prenez plaisir à prendre part aux activités, vous êtes intéressé, généralement, là, il n'y a pas d'échec. Ce n'est pas du tout le but de notre programme. À retenir, suite à cette formation, vous serez en mesure de reconnaître les indices de difficulté langagière chez les enfants, travailler en partenariat avec les parents en étant un guide pour les familles, élaborer des activités pour stimuler le langage chez les enfants, concevoir, mettre en œuvre et évaluer le programme d'activité favorisant le développement du langage chez l'enfant. Donc, il y a vraiment l'idée là, de fabriquer votre boîte là-dedans et que vous ayez des bons réflexes en matière de création de programmes d'activité. Remarque, cette formation vous permettra de consolider vos compétences en stimulation du langage auprès des enfants, mais elle n'a pas la prétention de vous préparer comme idéal à la fin de votre parcours. C'est idéal, donc, intervenant en déficit de langage. Nous, on ne vous propose pas de vous former en tant qu'intervenante en déficit de langage. Notre programme vise vraiment un perfectionnement pour votre emploi actuel. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez à la fin avec votre formation. Si vous voulez changer changer ce que vous aviez envie de faire, là, vous mettre à concevoir des programmes qui vont être disponibles à plus grande échelle, ou ça vous appartient, mais on tient à vous le dire parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, cette formation a pour but d'offrir un perfectionnement aux intervenants travaillant auprès d'enfants de milieux préscolaires et scolaires. Au terme de cette formation, votre fonction de travail demeurera inchangée puisque c'est un perfectionnement. Les intervenants ayant en poche une attestation d'études collégiales en stimulation du langage seront outillés afin d'intervenir de façon préventive en visant à diminuer la fréquence de l'apparition des difficultés langagières chez les enfants. Oui, donc moi, je m'appelle Caroline. La dernière personne qui faisait la présentation s'appelait Roxana. J'ai la parole depuis longtemps. Tout va bien. Présence au cours. Donc, on prend les présences. Simplement, si quelqu'un se met à être absent, on veut pouvoir en être conscient, peut-être vous faire un petit coup de téléphone. On ne va pas vous laisser tomber si vous arrêtez la formation. On ne veut pas être harcelant ni rien, mais on veut juste voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour vous aider à continuer votre belle initiative que vous aviez entreprise.
qu'est-ce qui se passe? Des fois, est-ce que vous voulez juste prendre une pause, revenir l'année prochaine, continuer? Donc, il y en a des fois qui font un cours, 2 cours, qui terminent un an plus tard. Donc, quand ça ne va pas, le mieux, c'est vraiment de nous parler, soit à moi directement, soit à votre enseignante. En cas d'absence lors d'un examen, il sera possible de reprendre cet examen sur présentation d'une pièce justificative. Les mesures d'aide à la réussite, même si c'est un cours à temps partiel, vous avez tout à fait droit à des mesures d'aide si vous trouvez que c'est difficile. Si, par exemple, vos notions de base quand vous avez fait votre formation en TES ou en éducatrice à l'enfance, c'est vraiment loin, vous pouvez demander du tutorat. Il y a 2 sortes de tutorat qu'on peut faire. Par les pairs, donc par une autre personne inscrite au cours qui serait disponible pour vous aider. Et à ce moment-là, on paye cette personne-là en tant que tutrice. Donc, elle a vraiment à faire ses heures là, auprès de vous. Ou le tutorat par les enseignants. Quand les enseignants sont disponibles, ils peuvent prendre des rendez-vous avec vous en dehors des heures de cours pour vous aider à rattraper le retard, avoir des explications supplémentaires, vous aider à réussir. On a aussi au Carrefour d'aide aux étudiants, le service d'aide à l'intégration des étudiants qu'on appelle le SAID, si vous avez besoin de mesures d'aide quand c'est une évaluation. Par exemple, si vous avez un TDAH, une dyslexie, dis-je. Donc, si vous avez un trouble d'apprentissage qui nécessiterait que vous fassiez votre évaluation dans un local séparé avec des outils particuliers qui peuvent vous aider à réussir. On peut faire ça même si c'est un cours à temps partiel, tout à fait. Donc ça fonctionne avec nous. Admission, nous avons un maximum de 30 places dans le groupe. Donc, si vous êtes intéressé, donc, je ne vous dis pas là, que demain matin, ça va être plein le groupe, mais peut-être vous inscrire avant les vacances si vous savez déjà que ça vous intéresse pour vous assurer d'avoir une place dans le groupe. Les candidats devront répondre aux conditions que j'ai mentionnées en début de présentation. Et les autres candidats, si on arrive à plus de 30 admissions, les autres personnes qui vont arriver ils vont être mis sur une liste d'attente. Donc, à ce moment-là, quand il y a une liste d'attente, on regarde au premier cours qui ne s'est pas présenté et on peut vous laisser joindre à partir du 2e cours, par exemple. Donc, comment on fait une demande d'admission? Concrètement, vous devez aller sur le site du SRAM. Normalement, ça va être disponible dès demain sur le site du SRAM, la formation. Je peux vous montrer comment faire tout de suite après. Donc, quand vous allez faire votre demande d'admission, c'est important de ne pas faire candidat général. C'est le candidat à la formation continue que vous allez devoir cliquer. Je vais vous montrer bientôt. Vous allez devoir avoir votre curriculum vitae dans votre ordinateur prêt à être téléchargé pour qu'on puisse valider que vous remplissez la condition d'avoir votre formation préalable et de travailler dans un domaine relié à la petite enfance ou au milieu scolaire. Le certificat de naissance, c'est seulement dans la situation où vous ne seriez pas né au Québec. Donc, sinon, vous n'avez pas besoin. Et prévoir les frais de 30 non remboursables pour le traitement de la demande d'admission. Vous allez le payer directement sur le site du SRAM lors de la demande d'admission. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec et ou avez fait vos études à l'extérieur du Québec, voir les documents à fournir en suivant ce lien. Donc, je vais pouvoir vous montrer où vous rendre pour ça aussi. Là, j'ai mon petit stylet que quand je le prends, après, je ne sais plus quoi faire. Ah! OK. Donc, je vous montre ça. Non, je ne vous le montre pas. Ah! Donc, quand vous faites une demande d'admission au SRAM, vous allez dans « Soumettre une demande d'admission ».
et vous n'êtes pas un candidat régulier et vous n'êtes pas non plus un candidat international, même si vous avez fait vos études à l'étranger, parce que vous n'êtes pas à l'étranger présentement, vous êtes ici. Vous êtes un candidat à la formation continue. Vous cliquez ici, vous allez créer votre compte si vous n'en avez pas déjà un. Moi, j'en ai un juste pour vous montrer comment faire. C'était ça? Oui, bon. Donc là, vous allez arriver ici. Donc, ça vous rappelle d'avoir votre code permanent. Votre code permanent, il se trouve sur n'importe quel document scolaire que vous avez eu depuis la maternelle. C'est votre code. Il ressemble beaucoup au numéro d'assurance maladie, sauf que les chiffres ne sont pas dans le même ordre. Et votre carte de crédit. Donc là, vous faites commencer. Je ne vais pas me rendre jusqu'à la fin. Je veux simplement vous montrer. Bon, il y a des erreurs. Cégep de Saint-Jérôme. Il y a eu une erreur. C'est peut-être pour ça. Normalement, on peut l'écrire. Bon. Ah, Cégep de Saint-Jérôme. Et là, le programme, je ne crois pas qu'il est là. Donc, vous voyez, tous nos programmes sont là. Mais comme ça va être à partir de demain que vous allez pouvoir vous inscrire, il n'est pas encore présent. Et là, vous choisissez votre programme. La particularité dont je vais en prendre un qui est de soir, vous montrer. C'est un perfectionnement à temps partiel, ça va être le seul choix. Et là ça, ce n'est pas la bonne formation. Vous faites ça. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un choix parce que c'est pas contingenté. Vous êtes sûr d'être admis si vous avez les conditions. La suite, vous allez pouvoir le faire vous-même. Donc, c'est assez instinctif, vous allez voir. Ici, et les documents ici, est-ce que quelqu'un m'appelle? Non. OK. Ici, vous allez voir, ça c'est sur le site de la formation continue. Donc, si vous êtes né à l'extérieur du Québec, ça va vous prendre votre carte de résidence permanente, recto verso, numérisée, ou votre certificat de sélection du Québec numérisé. J'ai l'impression que vous me posez des questions. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir sur le site Internet. Je vais me rendre bientôt à la période de questions. Là, je ne sais pas. Les dates importantes, vous pouvez faire une capture d'écran encore. Là, ça peut être très pertinent de le savoir. Donc, la formation va avoir lieu du 2 octobre 2023 au 15 novembre 2024. La séance d'information, c'est aujourd'hui, maintenant. La période d'inscription à partir de demain jusqu'au 7 août. Donc, tous les gens qui vont s'inscrire dans cette période-là, vous allez recevoir votre réponse après la période. Moi, je vais recevoir toutes les demandes d'admission en même temps après le 7 août. Donc, on va vous répondre le 24 août 2023. Et si vous avez une amie qui veut s'inscrire et qu'on est dépassé le 7 août, il y a une période d'inscription tardive sur le site du SRAM du 8 août au 27 septembre. Et pour ces personnes-là, ils vont recevoir leur réponse au fur et à mesure qu'on va recevoir leur dossier. Donc, ça va être au cas par cas, un à la fois. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse passer à la période de questions en toute liberté. Pour les personnes qui regarderaient la vidéo plus tard, n'hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner au cégep. Vous pouvez faire le info@cstj.qc.ca. Vous pouvez nous appeler au 450-436-1580, le poste 1663.
vais arrêter le partage. Je vais arrêter l'enregistrement.